Maintenant, quand on va un tout petit peu plus loin et qu'on essaie de comprendre ce qui est en train de se passer, c'est aussi tout à coup l'émergence du parti des salafis. Encore une fois, les salafis égyptiens, ce n'est pas une réalité monolithique. Il y a différents courants salafis. Il y en a qui sont tout à fait endogènes et il y en a qui sont liés à des intérêts étrangers. Au premier rang desquels, une relation avec des salafis saoudiens. Et là aussi, je veux dire, comment expliquer qu'en 8 mois, la tendance majoritaire des salafis en Égypte soit passée du rejet absolu de la participation démocratique à tout à coup son acceptation. Avec quelqu'un qui dit une chose qui était tout à fait intéressante, quelqu'un qui est l'un des responsables Yousri, qui est un responsable du Hizb al-Nour, c'est-à-dire de la tendance salafie, dit mais pour nous, la démocratie, c'est pas halal ou haram, c'est-à-dire c'est pas licite ou illicite. Mais pour nous, la démocratie, c'est du kufr. C'est-à-dire, kufr, c'est-à-dire, c'est pire que tout, quoi. C'est l'infidélité au principe de l'islam. Alors il dit, nous, on n'en est pas au point de savoir si c'est licite ou pas. Pour nous, c'est faux. Et pourtant, il rentre à l'intérieur du processus et il s'y engage. Et quand vous voyez ces réalités de mouvements religieux qui tout à coup changent à 180 degrés de position sur la question politique, eh bien, là aussi, je disais souvent aux gens, attention, regardez ce qui s'est passé en Afghanistan. Les talibans, c'était des gens, de ce point de vue-là, qui étaient totalement contre la politique. Ils ont été poussés par qui? Les Américains et les Saoudiens, à prendre une position anti-russe. Et eux étaient très sincères religieusement, mais très naïfs politiquement. Donc ils ont été utilisés. Là, en Égypte, ce qui est en train de se passer, c'est que l'émergence de ce mouvement-là est en train de mettre les frères musulmans entre le marteau et l'enclume. S'ils vont du côté des salafis, ils perdent leur crédibilité parce que ce sera un islam littéraliste. Et s'ils vont de l'autre côté, c'est l'armée. Parce qu'il n'y a pas de force séculière ou laïque qui soit populaire en Égypte. Donc ils sont coincés. Et là, on les met dans une situation où ils sont coincés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, tout ce que vous pouvez dire sur ces mouvements-là de façon critique, il faut pouvoir le dire. Mais il faut regarder les jeux des alliances. Qui veut quoi aujourd'hui en Égypte? Aujourd'hui, la situation, elle est bloquée. Dernier élément, c'est celui de la Syrie. Pendant 6 mois, 8 mois même, on ne voulait pas de faire tomber le régime syrien. On voulait une réforme de l'intérieur. Souvenez-vous, les Américains disaient il faut réformer. On ne voulait pas que ça réussisse. Et c'est là, par exemple, en Syrie, que vous avez le meilleur exemple du fait que vous avez beau planifier en amont, si le peuple a l'énergie, c'est le peuple qui décide. Parce que c'est le peuple qui a payé de son sang. C'est le peuple syrien qui a dit non. Parce qu'à un moment donné, on espérait qu'ils allaient s'arrêter et ils ont continué. On ne voulait pas au départ de changement du régime syrien. Mais pour plein de raisons, tous ceux qui vous disent non, non, pas du tout, on voulait le voir tomber parce qu'il soutient le Hamas et il soutient l'Iran. Mais tout ça, c'est du pipeau. Le gouvernement syrien, du père comme du fils, n'a eu par rapport à Israël que de la résistance verbale. Ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais rien fait. Et Hafez el-Assad et Bachar el-Assad n'ont jamais rien fait. Et en fait, ce sont les ennemis utiles. La Syrie est utile au verbe israélien. Nous sommes des victimes. Attention, le Hamas, les chiites, est de jouer sur ceci. Là, la réalité, c'est que c'est un opposant utile, la Syrie. Ajoutez à cela un des grands défis de la conscience musulmane contemporaine, c'est le rapport chiite-sunnite. Il faut vraiment qu'on règle ce problème-là. Parce qu'il y a une chose qui nous avait toujours unis dans le monde musulman, une chose qui, d'un point de vue politique, nous avait toujours unis sur la base de références religieuses. Parce que la question israélo-palestinienne, elle est politique. Mais vous allez vous rendre compte que dans le monde majoritairement musulman, il y avait quelque chose qui donnait une position politique, une légitimité, c'était une reconnaissance religieuse, qu'on était tous d'accord sur le fait qu'il fallait résister à Israël, que c'était un devoir et une conscience. Là-dessus, on était d'accord. Pour la première fois dans l'histoire, dans les 10 dernières années, la question palestinienne est la production d'une fracture, pas la réalité d'une union. Pourquoi? Parce que ceux qui aujourd'hui, dans les 10 dernières années, ont montré qu'ils étaient les plus à même de résister à l'oppression et à la politique israélienne dans la région, ce sont les chiites, ce ne sont pas les sunnites. Ce sont les Iraniens, ce sont le Hezbollah,
C'est eux qui, aujourd'hui, ont montré, alors bien sûr, il y a le Hamas à l'intérieur, mais du point de vue de la région, c'est eux qui ont, à tel point que des savants musulmans sunnites ont demandé à faire très attention à ne pas aller trop loin dans le soutien chiite, même s'il fallait reconnaître que c'était bon qu'ils soient contre la politique israélienne. Vous vous rendez compte à quel point c'est devenu dangereux. C'est-à-dire, attention, vous êtes même allé, vous avez vu la fatwa qui venait d'Arabie Saoudite, il ne fallait pas soutenir le Liban par rapport à Israël parce que le Liban était chiite. Je veux dire, on en est arrivé là de la réalité de cette fracture. Ça, on ne peut pas, nous, ne pas le voir. Il va falloir vraiment qu'on prenne ceci, le taureau par les cornes, et puis qu'on sache quelles sont nos priorités sur le plan politique. Bon, sur le plan religieux, il faut que la question elle soit réglée. Elle l'a été, mais elle est ravivée maintenant. Il faut que sur le plan politique, nous ayons une position beaucoup plus claire. Tout ce qu'on est en train de nous présenter aujourd'hui par rapport à l'Iran, moi je ne suis pas un soutien du régime iranien. Je l'ai critiqué dès le départ, dès 1979, même sur l'utilisation de la fatwa, cette espèce de rhétorique anti-occidentale pour galvaniser les peuples, ça me faisait peur. Cette façon d'être populiste, c'est que plus on est anti-occidental, plus on est musulman, ça me gênait, ça m'a toujours gêné, et je l'ai toujours dit. Mais qu'on nous vende, par exemple, que le gouvernement iranien, aujourd'hui, c'est le pire du pire, qu'ils ont décidé d'aller tuer l'ambassadeur saoudien à Washington. Franchement, on a l'impression qu'on a affaire Non, ça n'est pas un gag. Non, vous le considérez comme un gag. Tout le monde sait, je ne suis pas sûr. La question, elle n'est pas là. Vous savez, il y a une chose qui est très importante dans notre façon de lire ces événements-là. C'est que le but, ce n'est pas que les faits soient avérés, c'est l'atmosphère que l'on entretient. Et cette atmosphère, elle est entretenue crise après crise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on entretient cette idée, attention. Et là, regardez ce qui est en train de se passer. On est à 2 mois des élections en Iran, pression, pour essayer de mobiliser et de faire en sorte que l'opposition l'emporte. Et puis qu'on nous parle du nucléaire. Encore une fois, moi je pense que là-dessus, il faut qu'on ait des positions extrêmement claires. Non au nucléaire, mais pour tout le monde. Pour tout le monde, au premier rang desquels Israël, pourquoi pas les États-Unis. Donc en l'occurrence, il faut une position qui soit claire, mais qu'on ne tombe pas dans la naïveté par rapport à la question iranienne et à la question chiite-sunnite aussi, qui est un des grands défis. Voilà, moi c'est un tout petit peu ça, le livre parle de ça, mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est pas simplement de faire ces analyses ponctuelles et factuelles, c'est essayer de poser les vraies questions sur les visions d'avenir. Et il y a 4 chantiers sur lesquels je pense qu'il faut absolument que nous travaillions. Le premier, c'est quel type de référence à la question musulmane. On ne peut pas aujourd'hui ne pas considérer que la référence musulmane sera là. La question est laquelle? Et ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné, parce que je peux vous dire une chose, c'est que quand vous allez... Je veux dire, le peuple n'est pas forcément le meilleur conseiller en matière de référence religieuse. Donc, quand je suis arrivé au Nigeria et qu'on est venu me dire, on m'a tendu le micro, on m'a dit, t'es pour l'application de la charia? Et j'ai dit, mais ça dépend de ce que vous entendez par la charia. Et eux, c'était quoi? C'était l'application des peines. On commence par ça. Mais attendez, il faut qu'on soit conscient de ça. Le populisme peut jouer aussi dans les sociétés majoritairement musulmanes. C'est-à-dire, plus on est dur, plus on est musulman. C'est-à-dire, il faut commencer par le plus dur. Et ça marche au niveau populaire. C'est-à-dire que ce n'est pas la charia éduquons le peuple, l'éducation pour tous, la justice sociale. Non, c'est anti-occidental et dur. Plus l'Occident est mécontent, plus on est musulman. C'est ça qui est un énorme danger. Et ça, le populisme, on peut instrumentaliser l'islam. Ne le minimisez pas. Ne minimisez pas cette question de quelle nature la référence religieuse doit avoir aujourd'hui. Deuxième question, la question de l'éducation. L'éducation est un des grands défis. L'éducation dans les sociétés majoritairement musulmanes est déficitaire. Aujourd'hui, là où elle atteint les populations, il faut reconnaître une chose, c'est qu'il y a une émergence d'une élite, d'une jeunesse qui est extrêmement bien formée et parmi lesquelles les femmes sont les mieux formées aujourd'hui.
Statistiquement, là où les femmes s'éduquent, elles réussissent mieux. Et c'est un énorme problème dans l'équilibre. Ce n'est pas un énorme problème que les femmes soient plus éduquées que les hommes, c'est un énorme problème que les hommes ne soient pas suffisamment éduqués. Si vous avez compris ce que je voulais dire. Et ça, c'est transversal. Dans les communautés musulmanes d'Occident, la même chose. Les communautés musulmanes d'Occident sont en train de vivre la fracture la plus profonde qui soit dans le déséquilibre entre l'éducation des femmes et l'éducation des hommes. C'est-à-dire que les femmes, aujourd'hui, ne trouvent pas l'alter ego masculin du niveau d'éducation qu'elles ont. Dramatique. Mais oui, parce que, vous savez, on n'arrête pas de parler, oui, il faut parler des femmes dans l'islam. Moi, j'ai envie d'arrêter ça et de dire, maintenant, on va parler des hommes. On va parler des hommes. Parce que c'est une vraie question. Deuxième élément sur l'éducation. Le troisième élément, c'est sur l'économie, c'est-à-dire quel type d'économie. Et la quatrième, c'est la question de la culture. La vraie libération culturelle, la vraie libération artistique, la vraie libération de la créativité. Ça, c'est très important parce que c'est comme ceci que les peuples ont confiance en eux. L'équilibre économique ne vous donne pas confiance en vous. Quand vous avez les moyens de l'expression de soi, de l'expression de l'être, là, vous êtes dans un processus de libération. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. L'islam est un bastion de défense de valeurs, pas d'expression de créativité ou d'expression de liberté culturelle. Ça n'est pas aujourd'hui acquis. On est beaucoup plus dans la résistance frileuse que la créativité confiante. C'est un vrai chantier. Et ça demande, mais dans tous les chantiers, c'est-à-dire, ça veut dire, ça n'a pas rien d'être content avec Facebook en disant ouais ça marche, les connexions et tout ça. Et là je pars aux États-Unis il y a quelques jours, j'étais au Canada, et un frère qui vient vers moi me dit on a un super projet. Il me dit un Facebook islamique. Mais moi ça m'intéresse ça. Ça vous fait rire, mais ça m'intéresse. C'est-à-dire, je ne suis pas pour ça. Je veux dire, moi, les trucs où on met le qualificatif islamique en disant, tu vois, là, on a un truc, on va... Ça, c'est comme, tu enlèves Coca-Cola, puis tu fais ce que tu veux avec Cola. Il faut aujourd'hui se poser la question, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette alternative-là? Les mêmes moyens dont on change le qualificatif, ou questionner les moyens par un vrai questionnement sur les finalités. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelles sont les finalités culturelles? Moi, je suis désolé, pour moi, je veux dire un truc qui est important. Quand je vais au Mali, et que je vois, par exemple, comment s'appelle l'ancienne ministre de la Culture malienne? Pardon? Aminata Traoré, qui n'a pas du tout elle n'a pas du tout d'ancrage, elle est altermondialiste, pas d'ancrage religieux. Mais à un moment donné, elle dit, ça suffit. On va à Bamako, on va faire un espace dans lequel on va promouvoir la culture et la consommation locale. C'est-à-dire que, au lieu de continuer à crier sur le monde qu'on est pour l'alternative, qu'on continue à boire du Coca-Cola ou aller à McDonald's, on dit maintenant ça suffit. Il faut des consommations locales, il faut une créativité populaire, il faut donner au peuple l'espace de son expression. Ben moi, je vais vous dire une chose, je ne connais rien de mon point de vue qui soit si authentiquement culturel et qui, au fond, est vraiment ce que je considère comme une réconciliation avec mes valeurs. Et pour moi, ça c'est... Elle n'a pas mis islamique partout, mais c'est complètement en phase avec la liberté, le renouveau. C'est des choses comme ça sur lesquelles nous, de là où nous sommes, nous pourrions aussi être des acteurs de ce changement. Ça me paraît être notre contribution dans ce débat-là. Je vous remercie.